Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Simon Jolin-Barrette, député de Bordua et ministre de la Justice, pour faire un bilan de son année 2024. On sera à Chambly pour faire une mise à jour dans le dossier d'une subvention dans le cadre du programme fédéral Bien vieillir chez soi, qui a été mise sur la glace suite au refus du gouvernement du Québec de signer l'arrêt ministériel M30. Finalement, on accueille en studio Mme Lise Aymon-Pajot du mouvement Retrouvailles pour faire la lumière sur les détails entourant le droit de connaître l'identité de ses parents biologiques. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Bienvenue et comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. D'abord, la campagne Movember célèbre cette année son 21e anniversaire en continuant ses efforts pour financer la santé masculine. Depuis son lancement en Australie, le mouvement mondial a permis de lever plus de 21 millions de dollars au Québec au cours des 17 dernières années pour des projets liés à la santé mentale, la prévention du suicide et la lutte contre le cancer testiculaire et le cancer de la prostate. Chaque jour, en moyenne, 76 hommes canadiens recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Cet automne, Movember a investi 5,8 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la recherche au Canada, notamment à l'Université de Montréal et au Centre hospitalier de l'Université Laval. Les fonds amassés continuent de financer des programmes vitaux pour améliorer la qualité des soins et sauver des vies. Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur movember.com. À Belleuil, une conférence gratuite sur la coparentalité après une séparation se tiendra le mercredi 4 décembre de 19h à 21h dans le cadre des parcours parents de la vallée. Cette initiative, organisée par la Table de la petite enfance des Patriotes en collaboration avec les matinées mère-enfant, sera animée par Isabelle Couture, directrice générale de Bonjour Soleil. La conférence abordera les droits des parents et enfants, les meilleures pratiques pour une communication saine, ainsi que des conseils pour améliorer les interactions entre coparents. Un service de halte-garderie sera offert sur place, inscription obligatoire via le site bonjoursoleil.org. Le maire de Saint-Denis-sur-Richelieu, Jean-Marc Bousquet, annonce sa démission pour des raisons de santé. À 70 ans, il souhaite maintenant se concentrer sur sa vie personnelle. Sa démission prendra effet le 30 novembre, un an avant les prochaines élections municipales. Élu avec 78 % des voix en 2021, Jean-Marc Bousquet était un ancien gestionnaire du milieu de l'éducation. Bien qu'il assure que sa santé n'est pas gravement en jeu, il souhaite reprendre ses passions comme le ski et le vélo. Les citoyens et les élus de la région ont exprimé leur soutien depuis l'annonce de son départ. Quant à son remplaçant ou sa remplaçante, aucun scrutin ne sera nécessaire. Le 2 décembre prochain, le conseil municipal choisira un successeur pour terminer le mandat. La communauté métropolitaine de Montréal lance une consultation publique pour protéger les collines montérégiennes. Le projet vise à reconnaître les monts Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno et Mont-Royal en tant que paysages humanisés afin d'assurer la conservation de leur biodiversité. Ce statut permettrait de préserver ces milieux tout en maintenant des activités agricoles et touristiques. Les citoyens, groupes civils et municipalités peuvent participer jusqu'au 29 novembre en déposant un mémoire ou en répondant à un sondage en ligne. Les séances d'audition auront lieu en janvier prochain. Ce projet aidera la communauté métropolitaine à atteindre son objectif, soit de protéger 30 % du territoire d'ici 2030. Plusieurs municipalités, dont Mont-Saint-Hilaire, appuient déjà le projet en insistant sur la nécessité de rendre ces mesures réalistes et d'accéder à des fonds fédéraux pour soutenir cette initiative. Le député de Bordua, Simon Jolin-Barrette, annonce l'arrivée de 11 nouveaux médecins de famille pour la région de Saint-Bruno, Belleuil, Saint-Hilaire et les Mascoutins. Ces nouveaux professionnels sont mis en place grâce aux nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux pour 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ajout de 458 médecins à travers le Québec, dont 91 en Montérégie. Le ministre affirme que cette mesure vise à améliorer l'accès aux soins de santé dans la région en renforçant le service de première ligne
essentiel pour répondre aux besoins des patients en raison des départs à la retraite et du besoin de nouvelles recrues en médecine de famille. L'opération Nez Rouge Vallée du Richelieu a lancé sa 32e campagne de raccompagnement et sera disponible dès le 29 novembre jusqu'au 31 décembre. Encore cette année, la centrale des bénévoles sera située chez Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie et desservira 12 villes, incluant Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno de Montarville. Nouveauté cette année, une application mobile permettra de faciliter les demandes de transport et l'inscription des bénévoles. Une journée porte ouverte pour les bénévoles aura également lieu le 24 novembre afin d'offrir une formation et de faire découvrir le fonctionnement de la centrale. L'an dernier, l'initiative avait permis d'effectuer 441 raccompagnements et de récolter plus de 13 000 $ en dons remis à divers organismes locaux. Cette année, les dons soutiendront encore des projets pour la jeunesse dans la région. Voilà, c'était votre tour de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La fin de l'année 2024 est à nos portes et on est en compagnie de M. Simon-Jolin Barrette. Vous êtes député de Bordua et ministre de la Justice. Qui dit fin d'année dit bilan. Et vous avez eu une année 2024 plutôt occupée. Oui, bonjour. Bien, en fait, vraiment une année occupée. Pour les citoyens de la circonscription de Bordua, on peut penser notamment aux travaux sur l'autoroute 20, à la rivière Richelieu, des sommes qu'on a consacrées pour assurer en fait, l'étude et que l'eau soit claire et pour financer le comité environnemental. On met en place également plusieurs mesures dans la circonscription pour faire en sorte de donner davantage de services à la population. Un autre dossier tout récent au niveau là, de votre rôle de ministre de la Justice, c'est le dépôt du projet de loi 73. Donc, en quoi consiste ce projet de loi-là? En fait, ce projet de loi-là, c'est pour lutter contre le partage des images intimes sans consentement. Et ça, c'est un véritable fléau, particulièrement chez les jeunes. Donc, il y a un adolescent sur 5 qui a déjà reçu une image intime de quelqu'un qui n'y consentait pas. Donc, ça signifie qu'à l'école secondaire, il y a l'image d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui circule par le biais des textos, par le biais de la messagerie, par le biais des médias sociaux, où on voit une personne en situation intime, donc dénudée, ou qui est en train de faire un acte de nature sexuelle. Également, on vient couvrir, dans le cadre du projet de loi, les hypertrucages, donc les modifications avec l'intelligence artificielle. Donc, on prend le visage d'une personne avec le corps d'une autre et qu'on diffuse l'image. Alors, l'objectif de ce projet de loi-là est d'avoir un mécanisme pour faire retirer et détruire les images extrêmement rapidement. Parce que le partage d'une image intime est déjà illégal au Canada. C'est déjà une infraction criminelle. Par contre, les délais en matière criminelle, avec la preuve au dossier, le fait que ça soit hors de tout doute raisonnable, les ordonnances, ça prend un certain temps. Alors nous, on voulait avoir une voie rapide parce qu'il ne suffit que de quelques minutes pour qu'une image intime circule sur le web par le biais des messages. Lorsqu'on a lancé le projet de loi, on y est allé avec une technique avec différents médias pour leur dire, bien, avez-vous vu cette vidéo-là hier soir? Puis on a créé une vidéo pour faire en sorte de démontrer à quel point ça pouvait aller rapidement. Puis il y a plus d'une centaine de personnes qui avaient reçu l'image qui n'était pas une vraie image intime, bien entendu. Alors, le but, c'est de faire en sorte d'outiller les personnes victimes de ces images intimes-là qui sont diffusées sans leur consentement pour qu'elles puissent le retirer, les détruire. Alors, on va avoir une voie rapide avec un juge, 7 jours par semaine, qui va traiter la demande en urgence pour émettre une ordonnance pour la destruction de l'image, parce que le partage d'images intimes peut briser littéralement des vies, peut briser l'estime d'un adolescent, beaucoup les jeunes adultes également, où il y a des problèmes à ce niveau-là, puis surtout aussi le phénomène de sextorsion qui existe, où là, peut-être parfois entre ex-conjoints, même du contrôle coercitif, on dit, bien, écoute, si tu ne restes pas avec moi, je vais diffuser les images intimes que j'ai dans mon cellulaire de toi. Alors, je pense que c'est important de s'attaquer à ce fléau-là, qui est un fléau très moderne. Avant les téléphones, on n'avait pas une diffusion aussi large. Alors, c'est pour ça qu'on intervient particulièrement pour protéger les jeunes. Oui, vous l'avez nommé, ça contribue à tout le phénomène de cyber-intimidation également. Mais comment concrètement ça peut se faire? On va dire qu'il y a une image qui circule. D'un point de vue technique, l'équipe de football au complet qui a la photo de moi. Comment on s'assure que cette image-là, elle est détruite? Bien, dans un premier temps, la personne qui est sur l'image ou un proche
va pouvoir remplir un formulaire en ligne qui va être directement envoyé au juge et le juge va prononcer une ordonnance et elle va être notifiée par le greffier du tribunal à la personne qui possède l'image et ou aux personnes. C'est la réception de cette ordonnance-là qui va obliger de détruire ou de désindexer ou même de cesser le partage. Et quiconque contreviendra à cela sera passible d'une amende très importante, donc de 5 000 à 50 000 par jour pour une personne physique, jusqu'à 500 000 par jour pour une personne morale, donc une compagnie, et même susceptible pour une personne physique de peine d'emprisonnement. Alors, c'est sérieux comme dossier et on met des peines en conséquence pour que les gens respectent, respectent le jugement et surtout aussi, on envoie un message, on fait œuvre pédagogique en parlant de ce dossier-là, en déposant un projet de loi en disant « Vous ne pouvez pas diffuser l'image intime d'une personne sans son consentement. » Parce que vous savez, malheureusement, dans certaines situations, mais la vie, elle est durablement affectée des personnes qui en sont victimes. Oui. Alors, c'est vraiment un sujet extrêmement sérieux. Oui, ça contribue à l'éducation aussi des personnes qui le diffusent. Il y en a peut-être là-dedans qui le font, ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, ça va faire parler donc un projet de loi dont on pourrait attendre l'adoption d'ici la fin de l'année 2024. Oui, tout à fait. Dans les prochaines semaines, l'ensemble des formations politiques semblent en accord. Alors, j'ai bon espoir qu'on va réussir à faire œuvre utile avec ça. Puis, dans le cadre de ce projet de loi-là, également, on a beaucoup de mesures pour amener des mesures de protection et d'aide au témoignage pour les victimes de violences sexuelles, de violences conjugales en matière civile. Donc, on a fait déjà le tribunal spécialisé, donc en matière de violences sexuelles, en matière de violences conjugales, mais tout le volet civil, lorsque vous avez des dossiers en matière familiale ou des recours en dommages et intérêts, bien, les victimes de violences sexuelles et conjugales n'avaient pas les mêmes protections relativement au témoignage. Donc, on adapte véritablement le système de justice aux besoins des personnes victimes, c'est-à-dire faire du télétémoignage lorsque vous avez été victime de violences conjugales, même chose, violences sexuelles, avoir un chien d'assistance, avoir un paravent, faire en sorte également que le tribunal prenne vraiment en compte quels sont les besoins particuliers de la victime lorsqu'elle vient témoigner, parce que ça peut être stressant à la cour. Ça peut faire en sorte qu'il y a plusieurs victimes qui ne vont pas aller de l'avant. C'est ça. Alors, on veut les rendre à l'aise complètement. Alors, c'est pour ça qu'on incorpore des mesures de la Cour criminelle en matière civile. Également, on renforce l'ordonnance civile de protection pour faire en sorte que ça soit un moyen simple et beaucoup plus facile d'avoir une mesure de protection qui, à titre d'exemple, empêche un ex-conjoint de s'approcher à une certaine distance du domicile sans que ça soit une matière criminelle pour faire en sorte qu'il y ait une bulle de protection autour d'une personne qui est victime. Alors, c'est des mesures qu'on a également dans le projet de loi. Oui, donc évidemment, on va suivre tous ces beaux dossiers-là pour 2025. Merci, M. Jolin Barrette, d'être passé à nos studios aujourd'hui, puis au plaisir de vous accueillir à nouveau dans la nouvelle année. Un grand plaisir. Merci beaucoup. On se trouve présentement dans les locaux de l'Entraide Plus, au 2e étage, des locaux qui sont vacants depuis quelques mois. Madame Blanchard, vous êtes directrice générale de l'Entraide Plus. Qu'est-ce qui explique qu'on soit dans des locaux vides présentement? Bien, c'est qu'on était supposé recevoir une subvention du gouvernement fédéral pour notre fameux projet Ancrage, qui était en lien avec le programme Bien vieillir chez soi, qui a été accepté en février et ensuite retenu à la fin mai. Et on était supposé démarrer le projet début juin. Donc, c'est pour ça que les locaux sont vides en ce moment, parce que la subvention n'est toujours pas descendue. C'est toujours en litige là, avec les paliers de gouvernement. Oui. Puis, on vient d'assister à une discussion avec Mme Caron, qui est députée libérale du Québec. Elle est également porte-parole de la cause qui touche les aînés au parti de l'opposition. À la lumière de cette discussion-là, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est de l'optimisme? Sentez-vous que ça peut faire bouger les choses? Bien, je pense que, mon Dieu, je me sens écoutée, sincèrement écoutée cette fois-ci, parce qu'on dirait que personne n'a trouvé de prétexte pour le refus que nous avons essuyé dernièrement, au mois de juin. Et j'ai l'impression que c'est une femme qui a du front, qui va aller chercher les réponses pour les organismes. Je ne parle pas seulement que pour moi, mais pour les organismes qui s'occupent des aînés au Québec. Parce qu'on se le dit, c'est des organismes qui s'occupent des aînés au Québec qui ont été mis sur la glace comme ça. Tandis que tous les autres projets au niveau du Canada étaient acceptés. Bien, au niveau du Québec, dû à la loi M30,
nous avons été mis de côté là, pour le moment. J'ai hâte de voir si ça va débouler sur quelque chose. Mais je me sens, je vous dirais, plus optimiste. Mais j'ai un côté optimiste. Mais je trouve qu'elle a vraiment du front, cette dame-là. J'adore. Oui. Oui, et on s'était rencontrés quelques mois pour parler de ce dossier-là, un dossier qui n'a pas nécessairement avancé depuis. Est-ce qu'il vous reste des avenues à explorer ou on est en attente là, en ce moment? Je ne sortirai pas toutes les cartes de mon chapeau, là, mais il y a toujours des avenues. Parce que là, je l'ai dit la dernière fois qu'on s'était parlé, je crois que je suis fâchée. Et le côté fâché demeure. Alors, moi, je me bats pour les aînés. Je me bats pour cette cause-là. C'est important qu'ils soient desservis adéquatement. On a une population vieillissante. On peut-tu s'en occuper maintenant? Maintenant. C'est important. Non seulement c'est votre député, mais c'est aussi le ministre responsable de ça. Alors, donc, c'était de remettre toujours sur le dos de l'autre palier de gouvernement. Puis quand on parle à l'autre palier de gouvernement, bien, c'est de le mettre sur le palier de gouvernement du Québec. En tout cas, bref, ça n'en finit plus. En attendant, les aînés dans les autres provinces au Canada se font aider. eux autres l'ont, oui, parce que Les autres, ils l'ont eu, leur argent. Oui. Nous, l'argent est encore à dehors d'un Ben, cas. moi, honnêtement, j'ai pas d'affaire dans vos chicanes. Puis ils ont beau dire que c'est pas une chicane, c'est pas une chicane. Hey, je suis fâchée, je suis vraiment fâchée. Je veux dire, des tâches, des choses qui ne sont pas couvertes par le gouvernement provincial. non. Ça vient compléter. Ça vient compléter l'offre du gouvernement provincial en santé au niveau du ministère. Madame Caron, aujourd'hui, vous avez accepté de discuter avec Madame Blanchard là, de la subvention qui a été approuvée par le gouvernement fédéral, puis mis sur la glace là, par le gouvernement provincial. Comment est-ce que ce dossier-là est arrivé à vos oreilles? Bien, en fait, c'est plusieurs organismes qui sont dans cette situation-là. Et puis, je l'ai vu dans les médias en juin. Puis, j'ai fait quelques posts sur le sujet. Et puis, donc, la directrice de l'organisme m'a invité à venir en discuter aujourd'hui parce que c'est vraiment tellement important le projet Ancrage que l'organisme voulait faire pour aider les aînés dans un contexte de vieillissement de la population, dans un contexte où on veut opérer un virage pour garder les aînés à domicile. C'est important qu'ils restent en sécurité et qu'on donne toute l'aide qu'on peut. Alors, puisque le gouvernement fédéral avait accepté d'offrir une subvention pour ce projet-là, c'est inexplicable, en fait, que le gouvernement provincial mette des bâtons dans les roues et ne donne pas suite, ne permette pas à l'organisme de recevoir cette subvention-là pour faire finalement exactement ce que le gouvernement provincial veut faire avec son plan d'action, la fierté de vieillir, et puis avec le virage à domicile. Puis, sur papier, on s'explique mal pourquoi le gouvernement refuserait, parce que ce que vous venez de dire, c'est tout à fait logique. Si ça vient d'ailleurs, pourquoi pas le prendre? Parce que ça nuit pas aux Québécois, au contraire. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce frein-là? Bien, l'explication officielle, c'est que il y a la loi M30 qui fait en sorte que les organismes qui reçoivent plus de 50% de leur financement du gouvernement provincial ne peuvent pas accepter des fonds du gouvernement fédéral sans que le provincial soit d'accord. Alors, officiellement, c'est ce qu'on nous oppose. Mais ça a toujours été possible de faire des exceptions à cette loi-là. Et d'ailleurs, il y a des organismes pour différentes choses qui ont eu des exceptions cette année. Pourquoi pas les organismes communautaires? Alors que c'est un besoin de base, un besoin qui est là. Et il y a d'autres organismes communautaires qui sont dans la même situation au Québec. Et selon les estimations, ça peut être... le gouvernement provincial est en train de priver des organismes de 3 à 4 millions, des organismes québécois qui répondent à des besoins pour des Québécois. Puis n'oublions pas que les Québécois ont payé des impôts toute leur vie, autant à Ottawa qu'à Québec. Et on ne s'explique pas autrement que est-ce que c'est une garde-clocher? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut être assez grand pour aller au-delà de ça parce qu'on a des voisins et des voisines qui ont besoin d'aide, puis on veut qu'ils soient à domicile en sécurité. Le programme Ancrage de l'organisme ici est absolument nécessaire. Alors, j'espère qu'il va y avoir un déblocage bientôt.
Depuis le 8 juin dernier, les personnes adoptées peuvent maintenant avoir l'identité de leurs parents biologiques. Nous allons d'ailleurs en discuter avec Lise Aymon-Pajot, directrice de la région de la Montérégie et relationniste provinciale du mouvement Retrouvailles. Bonjour, Madame Aymon-Pajot. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, Madame Aymon-Pajot, c'est quoi le profil des gens généralement qui font partie de ce processus-là avec vous? C'est les enfants adoptés ou des parents biologiques qui ont confié leur enfant en adoption. Et puis, pour les adoptés, bien, ça fait des années qu'ils veulent savoir c'est qui leur maman, c'est qui leur père. Et puis, c'est vraiment aussi pour savoir côté maladie, savoir avoir leurs racines, savoir où est-ce qu'ils viennent. C'est surtout important de ce côté-là. Savoir la génétique aussi, j'imagine. Oui, la génétique. En quoi votre travail a changé depuis la passation du projet de loi 2? On a beaucoup de demandes en nous demandant de contacter les familles biologiques parce qu'on ne peut pas arriver, frapper à une porte et dire « Salut, c'est moi Ouais. ». Donc, et puis, il faut y aller doucement, puis il faut être préparé parce que nous, en tant qu'adoptés, ça fait des années qu'on sait qu'on est adopté, ça fait des années qu'on recherche. Mais par contre, la personne qui reçoit la lettre ou qui a eu l'appel comme quoi, qui donnait notre nom, qui donnait votre nom, eux autres, là, ils ne pensaient pas d'être vis-à-vis cette porte-là à ce moment-là. C'est un choc, Oui, c'est ça, ça prend de la préparation. C'est quoi, justement, cette préparation-là? Par où ils doivent passer exactement? Bien, pour commencer, pour faire la préparation, bien, ils vont faire la demande au CIUS puis au Centre jeunesse dans la région où est-ce qu'ils ont été adoptés. Donc, on en a un pôle à Montérégie. Et puis, donc, les gens qui ont été adoptés ici, ils vont faire leur demande là, ils vont remplir leur formulaire. Puis, par la suite, eux, les centres jeunesse, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contacter, ils vont essayer de contacter la mère ou le père, dépendant de ce qu'on cherche, ou la fratrie, parce qu'on a le droit de chercher la fratrie. On a aussi le droit de chercher un grand-parent. Si ma mère est adoptée, moi, j'ai aussi le droit de demander le nom de ma grand-mère, de ma mère. Des frères et sœurs aussi, Oui. s'ils sont majeurs. Effectivement, oui. Oui, c'est ça. Et puis, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'émotions dans ça. On se dit, bien, on ne les connaît pas, mais c'est tellement... ça vient nous chercher, là, parce qu'on ne sait pas non plus comment on va être reçu, parce qu'ils peuvent avoir des refus. La mère, elle peut peut-être dire, moi, je donne mon nom, je donne les informations qu'il veut, mais je ne veux pas la rencontrer. Ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, un refus, c'est pas définitif tant que la personne n'est pas décédée. Parce que la petite graine est semée. Et puis peut-être que la mère, elle connaît... Ses enfants ne savent pas, son mari ne sait pas, son mari décède, elle décide de refaire leur demande. Puis tout peut se faire en confidentialité aussi. Tout est confidentiel. L'été dernier, la demande était quand même moindre à ce qu'on s'attendait par rapport aux demandes de retrouver la famille biologique. Où est-ce qu'on en est maintenant dans la vallée du Richelieu? Dans la vallée du Richelieu, je n'ai pas nécessairement de statistiques, mais ça suit son chemin. Je sais qu'une dernière fois qu'on avait entendu parler, il y avait eu 3 000, 4 000 demandes dans le Québec. Oui. Mais dans la vallée du Richelieu, je ne peux pas vous dire exactement, mais ça suit son processus. Des fois, il y a des journées qui peuvent en recevoir 10, 15, l'autre journée, ils vont en recevoir 2, 3. Mais aussi, ce qui est bon dans ça aussi, c'est qu'ils ont le temps de procéder à chaque dossier. Que la première fois, la loi 113, ils ont reçu comme 60 000 demandes dans la première semaine. Donc, ils ont été débordés, puis ça a pris beaucoup de temps avant d'être répondu. Tandis que là, les réponses, ils appellent, la travailleuse sociale, elle appelle pour nous parler, puis parler aussi à la personne recherchée. Malgré qu'il y a des scénarios quand même plus difficiles, est-ce que vous pensez que ça vaut quand même vraiment la peine de rentrer dans ce processus-là de quête des origines? Oui. Pour chaque personne, c'est différent. Mais pour une personne qui cherche, c'est important parce que tu vas avoir le nom, tu vas avoir la région dans laquelle que tu viens. Mais c'est très important. C'est pour toi. Tu ne le fais pas pour les autres. Il y en a qui ont dit, ben moi, je ne veux pas le savoir. Moi, je ne veux pas le savoir, puis c'est correct comme ça. On ne juge pas. C'est eux qui décident. Ça vient de la personne adoptée ou de la mère biologique ou du père biologique ou de la fratrie. Vous faites d'ailleurs des cafés-rencontres avec le mouvement Retrouvailles? Nos cafés-rencontres, on les fait en Montérégie à Saint-Hubert.
ça fait des années qu'on en fait là, mais on est ouverte à faire des cafés-rencontres où c'est demandé, mettons que ici, dans la vallée du Richelieu, il y aurait un groupe qui disait, ben nous, on pourrait être 25-30 personnes, on voudrait vous rencontrer, ou même juste nous téléphoner, on a un numéro de téléphone, puis on fait de l'écoute téléphonique aussi. Puis il y a aussi le mouvement Retrouvailles qu'on peut aller voir sur Facebook et toutes les informations sont là, tous les processus sont là. Merci beaucoup, Mme Aymon-Pajot. C'est très important le travail que vous faites. Merci beaucoup. d'avoir été Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR9 est présentement à la recherche d'un ou d'une recherchiste au contenu pour appuyer l'équipe de l'émission Dans la Vallée dans ses démarches de valoriser les organismes communautaires de la région. Si cette opportunité vous parle, on vous invite à nous écrire à info@tvr9.com pour nous faire part de votre intérêt. Au plaisir de vous accueillir parmi nous et sur ce, bonne semaine à tous. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.